Salut à tous et bienvenue sur le French Podcast. Je suis Charline, ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode plein d'énergie. On va parler aujourd'hui de ce qu'on fait le soir, mais aussi de vocabulaire super utile pour ça. Bonsoir tout le monde, Emmanuel avec vous, et franchement, j'attendais cet épisode avec impatience. Les routines du soir, c'est tout un univers, chacun a ses petites habitudes, et parfois on réalise même pas qu'on utilise du vocabulaire très particulier. Ça promet. C'est clair. Et puis on va le faire tranquillement, à la cool, histoire de garder une ambiance détendue. Ça peut aider quand on essaie d'apprendre ou de pratiquer le français, surtout quand on n'est pas complètement débutant, mais pas encore totalement à l'aise non plus. Exactement. Ce podcast, il est là pour accompagner ceux qui veulent progresser, sans pression. On va rigoler, partager des anecdotes et surtout donner plein d'exemples concrets. Alors, prête à plonger dans notre soirée typiquement française ? Alors Emmanuel, raconte-moi un peu, à quoi ressemble ta soirée après une longue journée de travail? J'ai toujours trouvé que les routines du soir en disent long sur une personne. Oh, tu vas rire, c'est assez classique, mais ça me va bien. Je commence souvent par me préparer une tasse de thé. Après, je prends quelques minutes pour appeler un ami ou mes parents. Ça me détend. Et toi, tu as des rituels particuliers? Moi, j'ai besoin d'un moment pour décompresser. Souvent, je lis un peu, parfois je regarde une série, mais j'essaie de ne pas trop traîner sur mon portable, sinon je m'endors trop tard. Ah, ça, c'est un vrai défi. Et puis, il y a toujours l'étape du dîner. Des fois, c'est un repas rapide, genre une salade composée. D'autres fois, je prends le temps de cuisiner un vrai plat. Ça change tout selon l'humeur, non? C'est fou comme la nourriture structure la soirée. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a tellement d'expressions autour du repas du soir en français, on en parle. Quand on parle du dîner, les mots changent selon la région. Toi, Emmanuel, tu dis plutôt le dîner ou le souper? Chez moi, c'est dîner à la maison. Mais ma grand-mère disait toujours souper. Ça m'a toujours fait sourire. Et puis, il y a des expressions comme mettre la table, prendre un apéro ou faire la vaisselle qui reviennent tout le temps. Oui. Et puis, un plat réconfortant, tu vois, c'est typiquement le genre d'expression qu'on adore en hiver. Tu as une recette fétiche, toi, pour le soir? Absolument. La soupe maison, c'est mon incontournable. Et toi, t'as parlé de regarder une série. Tu m'as donné envie de parler de ce vocabulaire lié au loisir du soir. Ah oui, ça tombe bien, parce que regarder un film, se détendre sur le canapé, ou même faire une partie de jeu de société, on a plein de mots à explorer. Tu sais, parfois, après une journée stressante, rien ne vaut un bon film ou un bouquin captivant. Tu es plutôt lecture ou écran le soir, Emmanuel? Ça dépend vraiment des jours. Il y a des soirs où je ne peux pas résister à une série, je binge-watch carrément, même si je sais que je devrais aller me coucher. Mais lire un roman, c'est toujours un plaisir aussi. Et puis chacun a ses petites expressions pour décrire ça. Par exemple, tu dis bouquiner ou lire un livre. J'adore le mot bouquiner, c'est tellement français. Et pour les séries, je parle souvent de se faire une soirée Netflix. Tu sais, maintenant, il y a des tas de mots empruntés à l'anglais qu'on utilise sans même y penser. C'est vrai, streamer, binge-watcher, tout ça, c'est rentré dans le quotidien. Et puis, il y a ceux qui font du sport le soir, genre aller courir ou faire une séance de yoga. D'ailleurs, tu pratiques une activité physique après le travail, toi? Parfois, mais avouons-le, la motivation le soir, c'est pas toujours évident. Mais ça me rappelle qu'on peut aussi parler de vocabulaire pour la préparation au coucher. On enchaîne là-dessus? Alors, après toutes ces activités, il vient le moment où il faut se préparer à aller dormir. On utilise plein de petites phrases pour ça, comme je vais me coucher ou je file au lit. Tu as une préférence? Je file au lit, c'est tellement familier, ça me fait sourire. Chez moi, on entendait souvent je vais pioncer ou je tombe de sommeil. Et puis, il y a tout ce petit vocabulaire autour de la routine, se brosser les dents, se mettre son pyjama, programmer son réveil. Et n'oublions pas faire un dernier tour sur son téléphone, même si on sait tous que ce n'est pas l'idéal pour s'endormir. Tu as un conseil pour bien dormir d'ailleurs? J'essaie d'éviter les écrans juste avant de dormir, mais parfois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Peut être qu'en français, l'expression qu'on préfère tous, c'est juste bonne nuit. Simple, mais efficace. C'est vrai, il n'y a rien de mieux qu'un bonne nuit sincère. Mais avant de conclure, si on donnait quelques astuces pour enrichir son vocabulaire du soir, pour progresser, je conseille souvent de tenir un petit carnet ou noter 2 ou 3 nouveaux mots utilisés chaque soir. Ça aide à les mémoriser. Tu ne trouves pas? Je suis d'accord. Et l'idée de créer de mini-dialogues autour de sa propre routine, c'est top. Même s'enregistrer en train de parler, ça permet de s'entendre et de voir où on peut s'améliorer. Tu as déjà testé? Carrément, au début c'est un peu bizarre, mais on progresse vite. Et puis pourquoi ne pas regarder des vidéos ou des podcasts comme French Podcast justement pour entendre des mots en contexte? C'est une super façon de s'immerger. Je recommande aussi d'écouter des histoires courtes ou des chansons le soir. Ça détend tout en enrichissant le vocabulaire. Et puis,
échanger avec des amis francophones, c'est encore mieux. Totalement d'accord. Partager, discuter, ça rend l'apprentissage vivant. Tiens, ça me donne envie de finir cet épisode avec une touche positive. Déjà à la fin de notre épisode, on espère que ça vous a donné plein d'idées pour décrire vos soirées et enrichir votre vocabulaire. N'hésitez pas à nous dire quelles sont vos routines préférées. On adore lire vos anecdotes, alors partagez-les avec nous sur les réseaux. Et si vous avez aimé ce moment, abonnez-vous, parlez-en autour de vous et surtout, continuez à explorer le français jour après jour, soirée après soirée. Merci encore de nous avoir écoutés sur French Podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, toujours dans la bonne humeur et la bienveillance. Prenez soin de vous, passez une excellente soirée et surtout, bonne nuit à toutes et à tous. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui nous touche tous, je crois, le quotidien, la routine. Comment on raconte sa journée en français de façon naturelle, vivante? C'est un peu le défi qu'on explore ensemble. Absolument. Et c'est vraiment une compétence clé, hein, que ce soit pour partager ce qu'on vit ou pour échanger avec des francophones. Ou même juste pour soi, pour organiser ses idées. Exactement. Savoir parler de sa journée, c'est un peu la base de beaucoup d'interactions, en fait. Alors, pour nourrir notre discussion, on a pioché dans pas mal de sources différentes. On a des listes de vocabulaire trouvées sur Scribd, français authentique, et aussi dans le manuel Vocabulaire progressif. Oui. Et il y a aussi un article de Preply qui regarde de près les expressions idiomatiques. Et ça, on l'a complété avec des dialogues de podcasts français faciles, des exercices de grammaire très précis de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ah oui, l'UQTR. Voilà. On a aussi une transcription vidéo de YouTube qui se concentre sur les verbes pronominaux. On va y revenir. Les fameux. C'est ça. Et même un guide d'évaluation des DUSCOL qui nous donne un peu un cadre sur comment on apprend le français. Bon, notre objectif ici, c'est pas juste de faire une liste, hein, c'est vraiment d'aller chercher les pépites, les astuces, les points importants dans tout ça, pour que on puisse tous mieux parler de notre quotidien en français, et peut-être aussi saisir quelques petites subtilités de la langue au passage. Alors, prêt pour cette exploration? Allons-y. Le point de départ logique, et ça ressort vraiment de plusieurs sources, c'est le vocabulaire de base. Oui. Comment on met des mots sur ces actions qu'on répète tous les jours? C'est ça. Les bases de la base, c'est les moments de la journée, non? Le matin, le midi, l'après-midi, le soir, la nuit. Ça, ok, c'est le cadre. Le cadre temporel, oui. Mais après, il y a les actions. Et là, il y a un truc qui saute aux yeux dans Français authentique, la vidéo YouTube, c'est l'omniprésence des verbes pronominaux. Pourquoi ils sont si importants pour parler de soi, au juste? C'est une excellente question. En fait, ces verbes se réveiller, se lever, se laver, s'habiller, se coucher et compagnie, ils décrivent des actions que la personne fait sur elle-même. Ah, d'accord. Donc, toute la routine du matin, la routine du soir, c'est rempli de ces verbes-là. C'est vraiment la structure de la langue française pour dire ça. C'est pas juste une liste alors, c'est une logique? C'est une logique grammaticale, exactement, liée à l'action elle-même, une action réflexive, donc maîtriser leur conjugaison au présent. Je me lève, tu te lèves, il se lève, c'est essentiel pour sonner naturel. Le vocabulaire progressif, d'ailleurs, dans le chapitre sur la toilette, et Scribd, ils insistent pas mal là-dessus aussi. D'accord, je vois. Donc, au-delà de ces verbes en se, il y a aussi des verbes ultra courants comme prendre. J'ai l'impression qu'on l'utilise tout le temps. Prendre son petit déjeuner, prendre une douche, prendre le bus. Tout à fait. C'est un verbe un peu passe-partout pour le quotidien, très utile. Et puis bon, la journée continue avec d'autres activités, aller au travail ou à l'école, déjeuner, faire les courses, préparer le dîner. Faire la vaisselle, le truc moins drôle. Oui, regarder la télé, lire, s'endormir. Les listes de scribes des Français authentiques, elles donnent pas mal d'exemples. Ce qui est important, je crois, c'est de repérer les verbes qui reviennent le plus souvent dans sa propre routine, quoi. Et pour raconter tout ça de manière fluide, pas juste faire une liste comme une liste de courses. Les sources parlent de petits mots liaisons? Oui, exactement. Scribd en liste plusieurs. D'abord, ensuite, puis, après, finalement. Ce sont un peu les rouages pour construire une histoire, un récit de sa journée. Et pour l'habitude?
Pour l'habitude, on a normalement d'habitude. Très utile aussi. Et il ne faut pas oublier la précision de l'heure. Savoir dire 7h15, midi et demi, 20h moins le quart. Ah oui, et le format 24 heures, très courant en France. C'est ça. Dire 19h plutôt que 7h du soir, français authentique et le vocabulaire progressif le rappellent bien, c'est indispensable pour être précis. Bon, alors là, on a le vocabulaire, les verbes clés, la structure temporelle, mais ça peut rester un peu plat, non? Un peu factuel. Comment on met un peu de couleur, un peu plus d'authenticité là-dedans? C'est là justement qu'interviennent les expressions idiomatiques. L'article de Prepley est super intéressant là-dessus. Ah oui, Il en présente une trentaine et il explique bien ce que c'est. Une formule où le sens global, c'est pas juste la somme du sens de chaque mot. comme l'exemple anglais « It's raining cats and dogs ». Voilà. Ou en français, il pleut des cordes. On imagine bien qu'il ne tombe pas de vraies cordes. C'est clair. Et dans la liste de Preplay, il y en a qui collent vraiment bien au thème du quotidien, j'ai vu. Faire la grasse matinée, par exemple. Ah, ça. Qui n'aime pas ça le week-end? Exactement. Ça parle à tout le monde, je pense. C'est une expression qui traduit un petit plaisir simple, quoi. Et il y en a d'autres pour décrire des sensations physiques ou morales très courantes. Par exemple, avoir un chat dans la gorge. Ah oui, quand on a la voix un peu enrouée. C'est ça. Ou alors avoir le cafard. Se sentir un peu triste, déprimé, mais de façon passagère. Utiliser ce genre d'expression, ça montre tout de suite une certaine aisance avec la langue. Preplay cite aussi les doigts dans le nez, pour dire que quelque chose est hyper facile. J'ai fait cet exercice les doigts dans le nez. C'est assez imagé, hein. Oui, c'est très visuel. Mais est-ce que toutes ces expressions sont vraiment utilisées couramment? Par exemple, s'occuper de ses oignons. Ça sonne un peu direct, non? Voire un peu impoli. C'est une très bonne remarque. Effectivement, l'usage dépend énormément du contexte et de la personne à qui on parle. S'occuper de ses oignons, c'est très familier, oui. Ça peut même être un peu rude. D'accord. L'article de Prepley ne le précise pas toujours en détail, mais c'est important de le savoir. D'autres expressions, par contre, sont plus neutres et très courantes, comme faire un froid de canard. Ah oui, pour dire qu'il fait très très froid. Exactement. Ça, c'est parfait pour parler de la météo, un sujet quotidien s'il en est. Ça fait écho d'ailleurs au chapitre sur la météo dans le vocabulaire progressif. Ou encore, tomber dans les pommes. S'évanouir, oui, ça c'est connu. Voilà. Donc oui, le contexte est clé. Donc, il suffit pas de connaître l'expression, il faut aussi savoir quand et comment l'utiliser. C'est un peu ce que Prepley suggère à la fin, en disant que ces expressions, elles reflètent la culture, l'humour, l'évolution de la langue. Précisément. C'est comme une petite fenêtre sur une manière de voir les choses. Un héritage culturel partagé. Les maîtriser, c'est ajouter une couche de compréhension, de naturel à sa façon de communiquer. On ne fait plus seulement que parler la langue, on commence un peu à penser dedans, si on veut. Très intéressant. Ces expressions ajoutent de la couleur, c'est sûr, mais pour les utiliser correctement, et puis pour être précis sur comment la journée se déroule, la grammaire reste quand même essentielle, surtout tout ce qui touche au temps. Oui, et là, les exercices de l'UQTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières, sont vraiment très utiles. Ils aident à clarifier des points qui sont souvent un peu délicats pour ceux qui apprennent. La distinction entre depuis et il y a, par exemple, c'est un grand classique. Ah oui, ça. Qu'est-ce qui rend cette distinction si compliquée d'après vous en regardant ces sources? Mais je pense que c'est parce que beaucoup d'autres langues n'ont pas cette nuance aussi marquée. C'est possible. L'UQTR rappelle bien la règle en tout cas. Depuis, ça marque une action qui a commencé dans le passé mais qui continue maintenant. J'habite ici depuis 3 ans. L'action d'habiter, elle continue. Ok. Alors que il y a, ça marque un moment précis dans le passé où l'action s'est terminée. J'ai déménagé il y a 3 ans. L'action de déménager, elle est finie. C'est subtil, mais ça change tout le sens en fait. Ça change tout, oui. C'est crucial pour être bien compris. Et d'ailleurs, l'UQTR a introduit aussi « ça fait », comme un synonyme courant de « depuis ». Ça fait 3 ans que j'habite ici. Ah, c'est bon à savoir ça, pour varier un peu. Tout à fait. Et les exercices abordent aussi d'autres prépositions de temps qui posent souvent problème. Dans, pour, pendant, en. C'est facile de les mélanger. Oui, c'est un vrai casse-tête parfois. Si je résume un peu ce que montrent les exercices, dans, c'est pour indiquer le moment où quelque chose va commencer dans le futur. Je pars dans 1 heure. C'est ça. Un point de départ futur. Pour, ça exprime une durée prévue dans le futur. Je pars pour 1 semaine. Exactement. La durée totale prévue. Pendant, c'est une durée limitée, soit passée, soit future. J'ai travaillé pendant 8 heures ou je serai absente pendant 3 jours. La durée pendant laquelle l'action se déroule. Et c'est le temps qu'il faut pour faire quelque chose. Je lis ce livre en 2 jours. Voilà. Le temps nécessaire à l'accomplissement.
Maîtriser ces nuances, c'est vraiment un pas important vers une expression plus précise. Oui, c'est peut-être ça qui marque le passage à un niveau plus avancé, non? Comme un B1 ou B2 du fameux CECRL, ce cadre européen qu'EduScol mentionne. Exactement. C'est un très bon exemple de comment la grammaire, même dans ses détails, contribue à la progression dans les niveaux de compétences. Et pour revenir à notre routine quotidienne, le temps de base, ça reste le présent de l'indicatif. Français authentique le souligne bien. Oui, c'est le temps de l'habitude. C'est ça. Tous les matins, je bois un café. C'est différent d'une action passée, ponctuelle, qui elle serait au passé composé. Hier matin, j'ai bu un café. Pour, souvent, parfois, rarement, jamais. Oui, Français authentique rappelle qu'il se place généralement juste après le verbe « je vais rarement au cinéma ». Simple, mais très efficace pour préciser à quel point on fait quelque chose. Et l'UQTR ajoute aussi 2 petits mots bien utiles, la veille et le lendemain. Ah oui, le jour avant et le jour après. Très pratique aussi. Voilà, on a rassemblé pas mal de choses là, du vocabulaire, des structures de phrases, des expressions, de la grammaire sur le temps. Tout ça, ça s'inscrit dans un parcours d'apprentissage plus large en fait. Le document d'EduScol nous rappelle d'ailleurs les grandes compétences qu'il faut développer. Oui, les fameuses 4 compétences du CCRL, la compréhension orale écoutée, la production orale parlée, la compréhension écrite lire et la production écrite écrire. Et EduScol souligne bien qu'elles sont liées entre elles. On ne peut pas être super bon à l'oral si on comprend rien quand quelqu'un parle par exemple. Évidemment. Et parler de sa routine, ça mobilise surtout l'oral, bien sûr, mais ça s'appuie aussi sur la lecture, des listes de vocabulaire, par exemple, ou l'écoute des dialogues. Tout à fait. Et ce cadre EduScol avec les niveaux A1, A2, B1, B2, ça permet de se situer un peu, de voir où on en est et où on va. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut avoir des niveaux différents selon les compétences. Ah oui, c'est vrai. Beaucoup de gens parlent mieux qu'ils n'écrivent, ou l'inverse. L'important, c'est l'équilibre, et surtout la capacité à communiquer efficacement dans les situations qu'on vise, comme raconter sa journée. Et ce qui est frappant quand on regarde toutes nos sources, là, c'est la diversité des supports qui existent pour aider à progresser. C'est incroyable. Ah oui? On a vu des listes Scream, vocabulaire progressif, des articles pré-pris, français authentique, des dialogues audio podcast français facile, des vidéos YouTube, des exercices interactifs UQTR. Apparemment, il n'y a pas une seule méthode miracle. Non, et c'est plutôt une bonne nouvelle, non? Ça veut dire que chacun peut piocher un peu partout, selon ce qu'il préfère, selon ses besoins du moment, pour travailler spécifiquement le vocabulaire ou la grammaire ou la compréhension. La variété des approches, ça semble être la clé. Bon, alors, si on récapitule un peu tout ça, on est parti du besoin simple d'écrire sa journée. On a vu le vocabulaire essentiel en insistant sur l'importance des verbes pronominaux et du présent pour l'habitude. C'est ça. Ensuite, on a exploré comment les expressions idiomatiques, celles de pré-pli, comme faire la grasse matinée, avoir le cafard, ajoutent de la couleur, de l'authenticité. Elles sont aussi une fenêtre sur la culture, mais attention à bien les utiliser. Puis, on s'est penché sur des points de grammaire super importants pour le temps, grâce notamment aux exercices de l'UQTR. La différence entre depuis et il y a et l'usage précis de pendant, pour, en, dans, sans oublier les adverbes de fréquence. Exactement. Et enfin, on a replacé tout ça dans le contexte plus large de l'apprentissage du français en parlant des compétences clés, celle du CECRL, mentionnée par EduScol, et de la richesse des ressources qui sont à disposition pour progresser, chacun à son rythme. Alors, pour conclure, j'aimerais bien lancer une petite piste de réflexion, une dernière question. Inspirée par tout ça, par cette discussion sur le quotidien et les expressions, on a vu que maîtriser ce langage de tous les jours, c'est essentiel pour communiquer, c'est pratique. Mais est-ce que ça va plus loin que ça ? C'est une excellente question pour ouvrir un peu la perspective. En quoi est-ce que le fait de manier avec une certaine aisance ce vocabulaire de la routine, ces petites expressions idiomatiques qui ont l'air parfois un peu anodines, en quoi ça change vraiment notre rapport à la culture francophone et nos interactions? Est-ce que c'est juste une question de fluidité ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond là-dessous? Peut-être que ça touche à un sentiment d'appartenance, au sentiment de faire partie un peu plus. Utiliser une expression comme avoir un chat dans la gorge ou comprendre une petite blague basée sur un jeu de mots du quotidien, ça crée une connexion différente, non ? Différente d'un simple échange d'informations ? Sans doute. Preply mentionnait l'évolution, l'humour dans les expressions. Peut-être que maîtriser ce niveau de langue, c'est accéder à une couche d'implicite, d'humour partagé, de références communes. Tout ce qui fait le tissu d'une culture, en fait. C'est passer de simple observateur à participant, même modestement.
Oui, je vois. Pensez à ces expressions un peu taquines entre cultures comme filer à l'anglaise en français et to take French leave en anglais. Elles racontent quelque chose, avec humour, sur les perceptions mutuelles. Finalement, le quotidien est peut-être bien plus riche en culture qu'on ne l'imagine au premier abord. Terminé. Maîtriser le quotidien en français, ce n'est pas seulement utile, c'est peut-être aussi une clé pour une immersion plus authentique. Merci d'avoir suivi cette exploration avec nous.